Mais la personne qui va vraiment introduire un petit peu le conflit, c'est toi, Mika. Et oui. Et oui, C'est la je te laisse charge la qui parole. m'incombe. C'est la charge C'est qui ton fardeau. m'incombe. C'est ça. C'est mon lot. Je n'arriverai pas à le porter seul. Mais on Ça sera là pour t'aider, Mika. La réalité, c'est que, en fait, exactement comme le disent Clément et Ben, en fait, c'est un conflit titanesque en réalité. Et j'ai toujours l'impression qu'on en effleure que la surface. Parce que le conflit s'est déroulé sur un des plus grands pays du monde et sur l'intégralité, c'est latitude. Ce qui fait de ce conflit un des plus grands et probablement le premier grand conflit moderne, Première et Seconde Guerre mondiale. Bien sûr, il y en a une autre, mais celui-ci, c'est celui qui a marqué le pays qu'on considère encore aujourd'hui comme le premier pays du monde. En tout cas, c'est comme ça qu'ils se vendent, hein, les États-Unis. On parlera pas d'actualité parce que ça risque de me mettre en colère, mais voilà, c'est quand même un conflit qui a marqué les États-Unis et qui les a marqués avant et qui les a marqués après. Puisque si ce conflit a pu exister, si ce conflit a existé, il a existé, attention, c'est pas du négationnisme, c'est directement lié à ce conflit que les États-Unis sont devenus ce qu'ils sont. Les États unis. Voilà. Mais au début de notre histoire, ils sont pas si unis que ça, ces fameux États. Puisque c'est intrinsèquement lié à la création de leurs 51 États, que du coup, au cœur de leur constitution, donc 1787, que ces États vont avoir dès la création de cette constitution des échanges assez tendus en réalité, parce que tout n'est pas si beau et rose malgré l'apparente unicité de ces États. En réalité, il y a beaucoup de disparités entre les États dits du Nord et les États dits du Sud. Et les causes en réalité de cette guerre ne sont pas simplement liées à l'esclavage, comme beaucoup d'œuvres populaires ou dans le discours romancé des États-Unis veulent le faire croire. En réalité, les causes sont multiples. Comme toutes les causes de guerre, hein, c'est pas aussi simpliste qu'il y a les gentils et les méchants, bien entendu. Bien sûr. Une guerre n'est manichéenne. Et c'est ce que je m'en vais vous raconter. Mais même si j'arrive très très fort à broder, je n'en possède pas les connaissances. Voilà. Donc je fais mon mea culpa en disant que j'ai essayé de bosser pour cette chronique et que malheureusement, vu la densité d'informations qu'il y avait à prendre en compte, je n'y suis pas parvenu. Voilà, c'était un aveu de faiblesse, un aveu d'échec, mais c'était surtout l'aveu d'une vie, globalement, parce que franchement, il faut une vie pour bosser sur les causes précises et tangibles, et résumer tout ça en à peine quelques minutes, c'est très difficile. Mais en farfouillant, j'ai quand même trouvé quelque chose qui m'a convenu, voilà, que je m'en vais vous lire. Voilà, un article paru dans le quotidien Géo. Voilà, c'est un mensuel. Géo, donc un magazine que vous connaissez probablement, qui parle d'histoire, qui parle de géographie, s'appelle Géo, et qui, dans sa petite rubrique histoire, donc paru en 2021, ils ont fait un petit article justement sur les causes de ce conflit, le plus sanglant de l'histoire des États-Unis. En tout cas pour eux, puisque pendant la Seconde Guerre mondiale, ils n'ont pas perdu autant d'hommes qu'en Europe, par exemple. Donc c'est le conflit historiquement, encore aujourd'hui, dans lequel les États-Unis ont laissé le plus de plumes. Et en fait, plutôt que de vous raconter des conneries et d'inventer des fausses informations, laissons la place à des gens qui ont vraiment bien fait leur travail. Je la cède donc à Christelle Débédan, un article publié le 4 janvier 2021, qui a été mis à jour 2 mois plus tard en mars, pour revenir sur les causes de la guerre que je m'en vais vous lire. Les liens seront en description de la vidéo que Marc Leroy, encore une fois, préparée avec beaucoup de soin. On peut encore une fois le remercier pour ça. Merci beaucoup. Voilà. Une frontière traverse le pays comme une longue cicatrice. Au 19e siècle, le 36e parallèle cisaille les États-Unis qui n'ont d'uni que le nom. Au nord, le pays Yankee, terme qui désignait à l'origine les habitants de la Nouvelle-Angleterre, industriels et anti-esclavagistes. Au sud, des planteurs esclavagistes crispés dans un système d'exploitation d'un autre temps. Cette ligne de partage entre servitude et liberté annonce un conflit fratricide qui meurtrira le pays à jamais. Pour comprendre la marche vers la guerre, il faut revenir aux années 50, 1850. Décennie charnière qui exacerbe les tensions entre nord et sud. Suite à l'intégration de nouveaux territoires, le Kansas et le Nebraska, des citoyens furent amenés à se prononcer sur la question de l'esclavage. Aussitôt, le Kansas devint le théâtre de conflits sanglants entre les militants des deux bords, avec, comme point d'orgue, la nuit du 24 mai 1856, au cours de laquelle l'abolitionniste John Brown tua 5 partisans du camp adverse. Un an plus tard, la Cour suprême, composée à majorité de magistrats sudistes, décida que, alors je ne peux pas prononcer ce mot parce que c'est comme ça qu'ils l'ont écrit dans l'article, mais les Afro-Américains n'accéderaient pas à la nationalité américaine. Ah oui, ok, voilà. je vois. Les personnes, voilà, en réalité, on va plutôt parler de personnes de couleur, puisque au-delà de la couleur de peau, c'était surtout tout ce qui n'était pas blanc, qui globalement est visé par cette série de lois, parce qu'il n'y en a pas eu qu'une seule. Des lois généralement racistes, qui ont été prises d'ailleurs dans les deux camps, le sud comme le nord. Mais on va y revenir. L'esclavage devint alors le principal enjeu du débat politique. Au nord, un réseau d'aide aux esclaves fugitifs,
qu'on appellera l'Underground Railroad, parce que c'est un peu classe, ou les chemins de fer clandestins, se mirent en place à la grande fureur des États du Sud qui exigèrent leur restitution. Dernière marche vers la guerre, à l'automne 1860, l'élection à la présidence d'Abraham Lincoln, perçu par les sudistes comme un abolitionniste. C'est là le destin du pays. Immédiatement, 11 États firent sécession. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud, la Géorgie, la Floride, la Louisiane, le Texas, l'Arkansas, l'Alabama, le Mississippi, le Tennessee et la Virginie. Face à cette confédération, les 23 autres États de l'Union, surnommés les Nordistes, bien qu'ils comptent dans leur rang en plus les États du Midwest, ceux de l'Ouest, la Californie et l'Oregon. Avec 9,1 millions d'habitants au nord contre 22 millions d'habitants au sud, le combat semblait déséquilibré et la guerre s'annonçait courte. Elle durera 4 ans et fera 620 000 morts. Si l'esclavage a cristallisé les tensions nord-sud, il n'en est pas la raison principale, mais plutôt le fil rouge qui traversait les sujets de discorde. Rivalité territoriale, divergences culturelles, différences économiques et politiques, la guerre de sécession a été peut-être le baroud d'honneur d'une société rurale et traditionnelle face à une société urbaine et industrielle. A-t-elle été également une guerre de civilisation ? En réalité, elle témoigne plutôt et surtout de la faiblesse institutionnelle d'une nation jeune qui n'avait pas choisi entre une union d'États et un fédéralisme assumé. C'est autant la question de l'esclavage que de la défiance à l'égard de Washington et la défense d'un mode de vie qui furent au cœur du conflit. Du reste, la ligne de fracture idéologique entre les deux camps n'était pas si nette. Dans les États septentrionaux, nombreux sont ceux qui refusèrent de se battre pour la libération des esclaves, tandis que dans les États méridionaux, des personnalités éminentes, à commencer par Robert Lee, le futur général en chef de l'armée confédérée, désapprouvaient l'institution particulière, parce que c'était comme ça qu'il l'avait nommé, qui désigne en réalité l'esclavage. Par esprit de loyauté, la plupart des Américains se sont pliés à la logique de leur patrie, c'est-à-dire leur terre d'origine. Ce sentiment communautaire que le symbole d'union n'avait pas encore transcendé et qu'elle fera plus tard au cours de la guerre, fut sans doute le principal moteur de la guerre. Aux sources du conflit fratricide de 61 à 65 se trouve d'abord une discorde aussi vieille que les États-Unis eux-mêmes, celle des pouvoirs respectifs de l'État central et des États associés. Au moment de l'adoption de la Constitution, à la fin du XVIIIe siècle, les fédéralistes souhaitaient renforcer le pouvoir de l'Union, là où les antifédéralistes militaient pour l'autonomie des États. Ce système bipartite accoucha de deux formations antagonistes, les Whigs, partisans des gouvernements centrales forts, et les démocrates, farouches défenseurs de la souveraineté des États, particulièrement plébiscités parmi les planteurs. Pour autant, les États méridionaux n'étaient pas marginalisés politiquement. De George Washington au 5e président James Monroe, la dynastie virginienne avait contrôlé la Maison-Blanche presque sans interruption de 1789 à 1825. Mais le Sud éprouvait une défiance croissante à l'égard du Centre, comme en 1828-1832 lorsque la Caroline du Sud suspendit une disposition économique adoptée par le Congrès fédéral. Pour le Sud, l'Union américaine reposait sur un pacte commun susceptible d'être rompu. La question de l'esclavage ne fit que renforcer cette prédisposition. Que faire des nouveaux États qui vont intégrer plus tard les États-Unis ? Suite à la crise économique des années 1840, des millions d'individus suivirent un mot d'ordre « Go West, young man ». Pars vers l'ouest, jeune homme. Cette fameuse ruée vers l'or, la ruée vers l'ouest que nous avons tous connue via des ouvrages plus populaires, comme par exemple Lucky Luke, a été le mot d'ordre de ces années. Et entre 1815 et 1850, la population de la région située à l'ouest des Appalaches s'accrut presque 3 fois plus vite que celle des 13 États fondateurs. C'est en tout cas ce que semble affirmer l'historien américain contemporain James M. McPherson. Excusez-moi, il y a beaucoup de M dans son nom. James M. McPherson. En 1848, le pays comptait 15 États libres et 15 États esclavagistes. Au fur et à mesure que la frontière se déplaçait vers le Pacifique, l'enjeu était de savoir si l'esclavage allait être autorisé dans les nouveaux territoires. Fallait-il laisser le soin aux habitants d'en décider, ou au contraire, de statuer au niveau de l'Union ? En septembre 1850, la Californie, située de part et d'autre du 36e parallèle, entra dans l'Union en tant qu'État libre. Au nom de quel principe, me direz-vous ? Celui de la souveraineté populaire. Et là, c'est l'ouverture de la boîte de Pandore. En 1854, au Kansas, un territoire récemment ouvert à la colonisation, les pionniers pro- et anti-esclavagistes venus du Missouri et de la Nouvelle-Angleterre s'affrontèrent pendant 4 ans pour imposer la loi du plus fort. Ce que l'histoire retient sous le nom de Kansas sanglant préfigura le conflit de 1861. Donc, un conflit qui a déjà des origines assez lointaines, puisque 10 ans avant même ce conflit, on en avait déjà les prémices au cœur du territoire américain, sans même qu'on se dresse sur les fameuses lignes de front dont on parlera plus tard ou dont on a déjà parlé. En 1793, on va remonter un peu plus tôt, Eli Whitney lançait le cotton gin, l'égraineuse qui séparait le coton de sa fibre. Cette machine due à l'ingéniosité nordiste révolutionna l'économie sudiste. Durant la première moitié du 19e siècle, la récolte de l'or blanc doubla toutes les décennies. Mais les planteurs lui consacraient leurs terres et leurs ressources, lesquelles étaient principalement constituées par la main-d'œuvre servile, au risque de rater la révolution des transports et de l'industrie engagée par le Nord.
En 1850, le Sud ne détenait que 18% de la capacité de fabrication à l'échelle nationale. Les États producteurs de coton ne conservaient même pas 5% de leur propre production. Ils expédiaient vers l'Europe et le pays Yankee, le Nord, d'où ils importaient ensuite leurs textiles. Acquis au principe du libre-échange pour favoriser les exportations, les sudistes se heurtaient au protectionnisme des nordistes, destiné à défendre l'industrie nord-américaine de la concurrence étrangère. Pour dénoncer cette injustice, la Caroline du Sud refusa pendant 4 ans, entre 1828 et 1832, d'appliquer les tarifs douaniers prévus par le gouvernement fédéral. Encore une fois, une préfiguration de ce qui sera en 1861 le point d'accroche et les raisons de l'inflammation du conflit. Si l'on en croit l'historien et politologue américain Howard Zinn dans son Histoire populaire des États-Unis, la guerre de sécession n'était pas un conflit opposant deux peuples, mais plutôt un conflit opposant deux élites, celle du Nord et celle du Sud, qui ne se ressemblaient guère. D'un côté, des planteurs et des officiers supérieurs descendants présumés des pères fondateurs du XVIIIe siècle, de l'autre, des ingénieurs ou des hommes d'affaires issus du brassage continuel des villes du Nord-Est. Derrière ces brillants archétypes se profilaient tous les recalés du rêve américain, esclaves, petits blancs des États méridionaux et immigrés débarqués dans les ports des pays yankees. Laissés pour compte du capitalisme sauvage entassé dans les taudis de New York, les sudistes opposaient la stabilité de l'institution particulière, capable selon eux de protéger les plus démunis. Notez comment genre les plus démunis sont les plus démunis quand ils sont blancs, mais à partir du moment où ils ont notre couleur, c'est pas les plus démunis, c'est normal de les traiter comme du bétail. Sauf que l'esclavage constituait un frein au principe de mobilité sociale tant acclamé par les États septentrionaux. Et oui, puisque si vous avez des esclaves, vous ne pouvez pas vous déplacer aussi rapidement et facilement que vous le pourriez si vous avez simplement une famille déplacée. Le député Abraham Lincoln n'était-il pas passé de la cahute en rondin aux ors du Capitole ? Là où le Nord urbanisé proclamait la réussite individuelle, le Sud rural exaltait la tradition patricienne. Patriarcat, tout ça, on y reviendra. Quand la religion s'en mêle, durant le premier tiers du 19e siècle, une vague de renouveau protestant déferla depuis la Nouvelle-Angleterre. Son but, raviver la foi et réformer les mœurs. Dans un premier temps, les prédicateurs venus du Nord réservèrent leur foudre aux fornicateurs et aux ivrognes, en se gardant bien d'incriminer les esclavagistes du Sud. La pacification était à ce prix, mais elle ne dura guère. Ouais, j'avoue que fornicateur, c'est quand même... c'est un joli mot, j'aime beaucoup. Fort. Mais c'est vraiment genre du puritanisme. Grave, c'est plus grave que l'esclavage, c'est vrai. Que... bien sûr. C'est bien connu. Oui, mais c'est là où voilà, le puritanisme a vraiment fait office finalement de déclencheur moratoire concernant justement ce qui va suivre. De plus en plus pris à partie sur l'institution particulière, sur l'esclavage, les sudistes citaient la Bible pour se justifier. La rupture était inévitable. Les premiers à ouvrir le bal furent les méthodistes, eux-mêmes issus d'un schisme avec l'église anglicane qui se scindèrent entre factions du Nord et du Sud en 1844. Quand on vous a dit que c'était très dense, on vous a dit que c'était très dense. C'est-à-dire que si je devais expliquer chaque chose, eh bien on y sera encore demain. 1 an après, ce fut au tour des baptistes de se séparer, pas les prénoms, encore une fois, l'église baptiste, ceux du Nord reprochant à ceux du Sud de pratiquer ce qu'ils considéraient désormais comme le pire des péchés. Voilà, parce qu'avant c'était la fornication, et après c'est devenu l'esclavage, mais c'est bien, il y a une transition qui s'opère assez naturelle. À la veille du conflit, les presbytériens achevèrent le processus d'éclatement de la galaxie protestante. Bien avant le déclenchement de la guerre, les dénominations réformées avaient donc fait sécession. Quant à l'église catholique, rangée sous l'aile de Pie IX, elle s'efforça de rester à l'écart de ces conflits. Ensuite vient la fracture économique, puisque le sud des États-Unis n'était-il pas un désert rural ? Puisqu'en 1860, les États-Unis comptaient 31,5 millions d'habitants. En l'espace de 2 décennies, le pays avait presque doublé sa population. Qui en tirait profit ? Les zones urbaines qui avaient augmenté 3 fois plus vite que les zones rurales. Or, un quart des nordistes étaient établis dans les bourgs de 2500 âmes ou plus, contre un dixième seulement des sudistes. Le recensement de 1861 était sans appel, un peu plus de 12 millions d'habitants, dont 4 millions de personnes de couleur, vivaient dans les États esclavagistes, tandis que 19 millions, dont un demi-million d'affranchis, résidaient dans les États ou les territoires libres. La cause du déséquilibre ? L'afflux des immigrants étrangers. Entre 1845 et 1854, 3 millions d'Européens, chassés par la persécution, la guerre et la famine, s'étaient fixés dans le pays de la liberté. Les Irlandais, vous direz maintenant. La majorité d'entre eux s'étaient agglutinés dans les villes du Nord-Est pour y former un nouveau lumpen prolétariat. Pour autant, aussi miséreux étaient-ils, ces nouveaux arrivants étaient loin d'être négligeables, si l'on en croit les historiens français Farid Hammer dans la guerre des sécessions. Par les bras et le marché considéré qu'ils offraient aux producteurs, ils participaient aussi à la bonne santé de l'économie et à la marche forcée de l'industrialisation, là où justement le Sud n'y parvenait pas à cause de sa main-d'œuvre qui n'augmentait pas.
La fracture technologique a été également un point d'orgue pour les causes de la guerre, puisque la moissonneuse à blé, par exemple, de Cyrus McCormick en 1834, ou encore le pistolet à barillet de Samuel Colt en 1836, ou bien le télégraphe électrique de Samuel Morse en 1844 et la machine à coudre d'Isaac Singer en 1851, lors de l'exposition universelle organisée à Londres en 1851, ces machines du Nouveau Monde remportèrent un grand succès. En cause, la qualité des objets, mais surtout la façon dont ils avaient été conçus, à partir de pièces interchangeables fabriquées à la machine. Pourtant, cette effervescence technologique ne concernait qu'une seule partie du pays. Selon James McPherson, toujours, sur les 143 inventions importantes brevetées entre 1790 et 1860, 93% d'entre elles étaient issues des États libres. Mieux, près de la moitié d'entre elles provenaient seules de la Nouvelle-Angleterre. Le Sud, lui, était à la traîne, y compris dans les voies de communication, puisqu'en 1850, 10 ans avant le conflit, 86% du réseau de canaux se trouvait au nord. Pourtant, d'importants efforts furent fournis pour les désenclaver. Dans la décennie précédant la guerre, le kilométrage ferroviaire y fut multiplié par 4. Peine perdue. En 1860, le nord était 2 fois mieux équipé en voies ferrées. L'absence d'un solide réseau de chemin de fer allait devenir durant les années de guerre un handicap pour le Sud, compliquant notamment le transport des troupes et le ravitaillement. Avant même que le conflit ne commence, les confédérés avaient déjà perdu la bataille de la technologie. Comme dans Alice au pays des merveilles, note James McPherson, plus le Sud courait vite, plus il semblait prendre du retard. Et enfin, un dernier point qu'on n'a pas encore abordé, c'est la fuite des cerveaux, qui généralement touche tous les pays qui sont en instance de conflit. On l'a beaucoup vu, notamment en Afrique ces derniers temps, mais on le voit aussi maintenant en Europe, qui a également concerné les États-Unis à cette époque-là. À l'un de ses amis sudistes qui enviait l'essor industriel du Nord, le magnat des textiles Abbott Lawrence, issu du Massachusetts, répond sans détour. Vous ne pouvez espérer développer vos propres ressources sans un système fédéral d'instruction publique. C'est le levier qui permet d'actionner toute amélioration permanente. Les 3/4 des enfants du Nord étaient scolarisés au milieu du 19e siècle contre seulement un tiers au Sud, les enfants d'esclaves étant largement exclus du système scolaire. Les sudistes raillaient la foi aveugle des Yankees dans l'instruction. Je cite, « Faire de chaque enfant de l'État un littéraire ne saurait servir de qualification à ceux qui ont besoin de vivre du travail de leurs mains », affirmait en 1854 le Thousand Review. S'en étonnera-t-on, les éditeurs, auteurs et professeurs d'université s'étaient massivement établis dans les villes Yankees. Comble du scandale, négligeant les institutions de leur pays natal, les plus brillants fils du Sud fréquentaient la fine fleur des industries du Nord, Princeton, Yale et Harvard. Comme un clou dans le cercueil, eh bien, les États du Sud, finalement, étaient à la traîne absolument partout, à part le seul avantage qu'ils avaient finalement était leur avantage démographique. Démographie qui était en réalité, en majorité, issue de l'esclavage. Et comme vous le savez, probablement, les esclaves ne se sont pas retrouvés au front pour se battre contre les gens qui voulaient les libérer. Ce qui a également été, on va pas se mentir, une sacrée épine dans le pied des sudistes. Voilà pour cette petite introduction, donc c'est beaucoup plus compliqué et beaucoup plus dense que simplement une question idéologique et morale, puisque les enjeux étaient aussi politiques, économiques et sociaux. Donc résumer le conflit à simplement, c'est les gentils Yankees qui voulaient sauver tous les esclaves du Sud. Oui. En réalité non, puisque on le verra d'ailleurs lors des décennies qui suivirent, voire même carrément des centaines d'années, eh bien le racisme et la xénophobie demeureront un grand problème aux États-Unis. On rappelle, les personnes de couleur n'ont pas eu les mêmes droits que les personnes blanches jusqu'à après la Seconde Guerre mondiale. Ouais, et en ce moment c'est un peu compliqué d'ailleurs aussi. Et oui, voilà. Ouais, le spectre de la guerre civile entre toujours les États-Unis, cette espèce de fracture dont tu as parlé est toujours malheureusement présente. Bien que comme tu l'as dit, effectivement, les causes de la guerre c'est pas juste ça. Et pour citer Clémenceau, finalement dans une guerre c'est toujours des gens qui se tapent dessus au service de gens qui se connaissent, qui sont très riches et qui eux ne vont pas se battre la plupart du temps. Donc, j'ai moi, j'ai eu un bug de cerveau. Non, dans ce délire-là, je vous conseille Free State of Jones avec Matthew McConaughey, qui parle pas mal de ça et qui parle de quelque chose d'historique qui s'est passé pendant la guerre de sécession où il y a des confédérés du coup qui ont déserté parce qu'en fait ils se sont rendus compte que en vrai se battre pour des esclavagistes c'était pas leur cam et donc du coup ils ont décidé de créer un état dans l'état avec des esclaves en fuite. Je vous spoile pas comment ça se termine. Le film est sympatoche, c'est pas un chef-d'œuvre du 7e art mais il reste sympa. L'ironie étant que le Sud a fini par se battre en grande partie pour garder ses droits, enfin son économie basée sur l'esclavagisme, même si c'est pas les raisons qui ont motivé à 100% le début du conflit. Et l'ironie étant que les propriétaires d'esclaves étaient les riches, et les riches qui eux-mêmes n'allaient pas se battre. Et donc au final, c'est les pauvres blancs qui ne tiraient pas vraiment un grand profit de l'esclavagisme qui allaient se faire tuer pour...
Tout comme au nord, c'est pas les industriels qui sont allés se battre, c'est les Non. employés qui sont allés se battre. Donc Exactement. c'est toujours un peu le même problème. En tout cas, merci beaucoup Mika, c'était pas facile comme exercice que tu t'es proposé de faire si gentiment. Donc je trouve que tu l'as réussi avec beaucoup de tact, ça a réussi à trouver un Avec article brio. très très chouette. Je t'appuie avec brio, exactement, c'était ça Ouais, le mot que je cherchais. Hop, je t'envoie le lien, comme ça vous pourrez le retrouver à la suite de la vidéo. Eh bien parfait, il sera dans la description bien évidemment. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.